Notre belle planète, une planète qui change rapidement. Je vous en prie, ouvrez vos cœurs. Demandez une action constante sur la soutenabilité. Le problème ne va pas disparaître. Notre monde a besoin de changement. Le changement social et du comportement a un potentiel qui ne s'est pas réalisé. Et le moment de le réaliser, c'est maintenant. Travaillons ensemble. Bonjour à tous. Je suis sûre que aujourd'hui, dans cette pièce et en ligne, nous savons que nous ne pouvons plus attendre pour intervenir, pour limiter le réchauffement planétaire et veiller à la justice pour ceux affectés par les changements de notre climat, de notre environnement. Il ne pourrait pas y avoir de sujet plus important aujourd'hui. Le grand David Attenborough a dit qu'il faut sauver notre planète maintenant, c'est un défi de communication. Nous savons quoi faire, nous avons juste besoin de la volonté de le faire. Alors, dans la plénière de ce matin, nous allons célébrer ce domaine croissant de la communication climatique et voir comment le SBC peut contribuer à changer ce qu'il faut changer à la vitesse et à l'ampleur requise. Comment le SBC peut accélérer la justice climatique, mobiliser la soutenabilité dans l'intérêt de notre planète et des droits de tous aujourd'hui et à l'avenir. Je m'appelle Caroline Sock de BBC Media Action et avec moi aujourd'hui, Atim Eazan, Gerish Kazdaroy et Colin Sporway. Atim est un activiste climatique, un négociateur de la COP 27 et un membre du Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique. Rishka est un expert politique et spécialiste du changement des comportements à Management Policy Oxford. Colin est un spécialiste médiatique et de la SBC et dirige le travail de BBC Media Action en Tunisie. Colin s'est joint à nous pied levé à la place de Sania Ashraf, qui malheureusement est malade avec la COVID. Colin va nous faire part de certains importants travaux de RARE ainsi que de sa propre expérience. Atim, Hello, good morning. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Même si je suis en costume, je suis un spécialiste du climat. Le monde est affecté par un changement climatique rapide dans toute l'Afrique du Nord, y compris dans mon pays, le Maroc. Le changement climatique est particulièrement prononcé en été et les saisons humides sont de plus en plus sèches. La vie dans la région de la MENA est difficile dès le début. Un grand nombre de pays vivant des changements et périodes très dures. L'important, It's one of the challenges also. C'est un des défis pour nous. Il est très difficile d'avoir cette volonté et cet état d'esprit dans tous les pays. Et vous avez votre rôle dans ce processus de créer ce nouveau modèle pour lutter contre le changement climatique. Mon travail et mon rôle en tant que militant
dans la lutte contre le changement climatique est de mobiliser les jeunes de façon efficace avec des actions concrètes et de construire des ponts entre des gouvernements, des institutions et des mouvements de la jeunesse. Les jeunes doivent participer au processus de prise de décision au niveau locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Pour les questions de la justice et les droits humains, je pense qu'il faut continuer à faire des progrès en luttant contre les incidences négatives du changement climatique. Nous devons prendre une position forte dans cette lutte. La gouvernance pour agir dans cette crise climatique et pour lutter contre les effets dans les zones globales, c'est le fait que nous n'avons rien fait est une violation des droits humains internationaux. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un certain type de jeunes et de mouvements pour assurer que nous pouvons construire l'héritage des générations futures. Les mouvements des jeunes et l'activisme des jeunes ne sont pas motivés par les incitations financières, mais par l'ambition de créer du vrai changement durable. Je pense que les fonds verts sont un moyen de concrétiser les mots en action tangible. Ce n'est pas simplement du papier. Pour encourager les vrais changements, pour influencer le changement comportemental, sont des moyens que nous pouvons avoir des pressions indirectes sur la politique. Par ailleurs, il faut prendre en considération le fait que ce mouvement se heurte à un grand nombre de défis. Je vais vous donner quelques exemples très sérieux. Lorsque nous parlons du processus législatif, pour moi, quelquefois, la loi, c'est un moyen d'arriver à des résultats et pourtant le processus est insensé. Quelquefois, il faudrait déjà ne pas faire de la loi un obstacle, ce qui faciliterait le processus de protection climatique. Aussi, le processus d'organisation est très important, car les mouvements commencent à agir dans un environnement, mais ils n'ont pas de gouvernement au sein de ce mouvement. Il faut comprendre comment ils peuvent construire leur travail. Ça, c'est un défi. Et enfin, je viens d'une région très spécifique, l'Afrique du Nord, les États arabes, l'Afrique. Nous n'avons pas suffisamment de données, de connaissances. Comment pouvons-nous avoir accès aux informations, à des statistiques, à des données concrètes pour nous aider à matérialiser ces efforts? Le monde a besoin d'une solution d'action pour obtenir la protection du climat. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons rien faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont catastrophiques, d'autres. Beaucoup de gens préparent des efforts. Un grand nombre de jeunes se consacrent à la cause de la justice climatique. Le cadre nécessaire pour moi, du point de vue de la participation informelle des jeunes, c'est d'impliquer toutes les institutions gouvernementales, non gouvernementales. Il faut prendre en considération toutes les parties prenantes qui peuvent faciliter le processus de la participation des jeunes tout en améliorant leurs perspectives avec les outils pour Merci, Hatim. Donc, nous parlons de la lutte pour la justice climatique. Nous allons aussi parler de la durabilité. Rishika, pouvez-vous nous parler du rôle de la politique en s'attaquant à la crise climatique et pour favoriser la durabilité? Qu'est-ce qui motive le changement de politique positif? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. La première chose que je tiens à dire par rapport à la politique climatique est que ce n'est pas un type de politique.
Le moment que vous pensez à cela en isolement, nous perdons tous les autres secteurs qui peuvent nous aider à motiver ce genre d'impact. Nous espérons qu'à la fin de cette séance plénière, vous aurez quelques conclusions que vous avez tirées de cette discussion. Un message clé, le changement climatique peut saper les gains de développement dans tous les secteurs dont vous travaillez. Si vous travaillez dans le secteur de la nutrition, de l'éducation des jeunes enfants, de l'assainissement des eaux, le changement climatique est votre problème. Le langage que nous avons commencé à utiliser dans le domaine de la politique pour le changement climatique est la rationalisation. Nous avons les scientifiques qui parlent des prévisions et des perspectives environnementales. Vous pouvez parler avec vos collègues dans le ministre de l'Environnement et on attend qu'ils s'occupent de tout cela. Mais nous avons besoin d'un changement de système, d'un changement de paradigme. Il faut changer notre manière de penser au changement climatique. Il faut reconnaître l'importance de la politique sur le changement climatique. Nous avons 4 raisons, l'urgence, l'impact et d'autres. Oui, tous les autres facteurs sont importants, mais cela peut aider à réduire les émissions, mais le changement transformationnel que nous cherchons, les ruptures d'électricité que nous souhaitons éviter nécessitent ce genre de changement de façon de penser. Deuxièmement, il y a donc pour nous, de penser que si nous nous engageons tous sur ce sujet sans résistance, ce n'est pas très logique. À la COP25, il y avait 636 lobbyistes pour les carburants fossiles à la plus grande conférence climatique de l'année. Si c'était une conférence de la paix, il n'y aura pas de l'industrie des armes qui seront là. Nous avons des lobbyistes pour la production des carburants fossiles qui étaient là, même si nous sommes là en train de parler de la décarbonisation. Je suis heureuse de voir que tant de vous sont d'accord avec moi. Lorsque nous en reviendrons à la question de la décarbonisation, oui, les actions individuelles sont importantes, mais l'ampleur dont nous parlons, le nœud des entreprises doit agir au plus haut niveau. Il faut mobiliser les gouvernements, il faut mobiliser la volonté politique. Nous ne serions jamais arrivés à des objectifs de net zéro si les gens comme vous, comme moi, ne l'avaient pas prôné. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point concerne l'élément d'équité. Si nous n'impliquons pas les gouvernements, si nous nous en remettons aux particuliers, il va y avoir un sens d'un fardeau disproportionné sur les gens qui n'ont pas les moyens, les ressources pour faire face à ces problèmes. Et ça, c'est un rôle important que peut jouer la politique grâce à une passerelle, si vous voulez. Et Colline, je vous promets que je vais m'arrêter après ça. Le dernier élément, c'est un élément d'opportunité. Nous avons toujours cette discussion catastrophiste sur la question, mais les gouvernements pourraient devenir plus compétitifs s'ils envisageaient la protection contre le carbone. On considère que se débarrasser du carbone d'ici 2027 est un défi. Mais il y a une opportunité de marché et le moment où il y a des moteurs politiques, des facteurs politiques, des créneaux, les marchés, les consommateurs réagiront. Il est important de fournir aux gens les outils afin qu'ils puissent saisir et mettre en place une économie verte. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain ou sans soutien politique ou institutionnel. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci infiniment, Rishika. Ces changements politiques sont absolument essentiels. Et nous allons parler du rôle du SBC en la matière. Colin, parlez-nous un peu de la mobilisation publique, les comportements et
le rôle qu'une population informée, active peut jouer pour diriger le changement. Merci, Caroline. Je suis le directeur de BBC Action en Afrique du Nord. Donc ici, je représente la perspective SBC, la perspective de la production médiatique. C'est idéal de le combiner, bien sûr, avec un militantisme climatique. Lorsque nous pensons à la crise climatique, à l'urgence, situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, voilà qui représente à l'écran les différents modes de pensée qui nous viennent à l'esprit. Il y a beaucoup de domaines où les décideurs décident de ce que l'on consomme, ce que l'on jette, ce que l'on utilise au quotidien. Il y a visiblement une ligne de réflexion ici. Un grand nombre des réponses exigent des comportements différents. Il s'agit d'un forum idéal avec nos aptitudes pour voir comment nous pouvons commencer à influencer ces comportements. Mais j'ajouterais, je ne sais pas quelle image vous me placeriez ici, Rashika, mais ce que vous avez dit concernant l'angle politique, quant au désengagement, je ne sais pas quelle image on pourrait mettre. Peut-être devrions-nous examiner ces énormes domaines très complexes, en plus du niveau personnel, pour voir ce qu'on peut faire au niveau personnel, ou ce que peuvent faire les organisations pour se désengager de certains secteurs et s'engager dans d'autres. Sur cette diapositive, pour notre équipe SBC, l'approche que je qualifierais de typique pour la conception et la gestion de projet. Pour moi, en tant que producteur de la BBC, le produit, c'est généralement un produit de communication. Et normalement, on devrait arriver à des résultats ciblés, si tout va bien. Cette diapositive me rappelle souvent cette bande dessinée où il y a un immense tableau avec une équation complètement folle, et puis il y a deux scientifiques qui regardent ce tableau, où il y en a un qui montre un tout petit point de l'équation et qui dit c'est là que le miracle se produit. Je suis sûr que vous l'avez vu. En fait, c'est une scientifique climatique, Sonia, qui devrait être là à ma place. Je suis désolée, elle m'aide, mais il faut comprendre l'importance du comportement également. Que pouvons-nous faire pour essayer de comprendre les différents éléments du cycle, de l'état, du comportement, du contexte, que l'on aurait pu faire autrement? Je crois que nous travaillons de plus en plus dans ce domaine, dans la conférence d'aujourd'hui, et cela devrait nous aider à nous concentrer sur ces questions et voir comment changer les variables. C'est une conversation très pertinente, comme Atim l'a dit. Les enjeux sont remarquables, redoutables. Personnellement, il y a un certain nombre de choses qui me tiennent réveillée la nuit. Une, quand mon petit garçon se glisse à côté de moi et commence à pratiquer son karaté. L'autre, c'est le changement climatique. Pendant toute ma carrière, j'ai travaillé sur toute une série de questions sociales pressantes, mais il n'y a rien de l'ampleur du changement climatique. Je suis d'accord, Ishika, ça concerne tout ce que nous faisons dans le monde du développement et au niveau du SBC. La diapositive à l'écran représente ce que l'organisation RARE, pour laquelle travaille Sonia, a mis en évidence comme étant les points où chacun peut faire ses propres changements. Ça cible surtout le peuple américain, puisque c'est là que RARE travaille. RARE fait un travail remarquable, d'ailleurs, cherchez-les. Mais regardez les exemples de gens d'endroits où les gens peuvent faire des changements. Et où le SBC, le SBCC peut jouer un rôle. Personnalisons un peu, en haut à gauche, manger davantage de légumes. Moi, j'aimerais bien devenir végétarienne, mais je suis en train de vous parler de changement climatique, mais j'y suis pas arrivée. En partie parce que je suis un peu paresseux, peut-être devrais-je travailler plus dur, mais c'est aussi à cause de l'environnement auquel on est confronté. Atim, dites-le moi, mais en Afrique du Nord, on rentre pas dans un
restaurant et on trouve tout un menu végétarien. En Inde, oui. Donc, c'est moi qui décide d'un côté, mais d'un autre côté, où il y a aussi des questions de contexte. C'est un domaine dans lequel on peut se concentrer, mais ça va bien au-delà. Et je crois que c'est ce que le reste du panel va examiner. Je vous remercie. Merci de ces remarques quant à ce qui est nécessaire pour faire progresser la justice climatique et la soutenabilité. Avant de partir, de passer au cœur de notre discussion, j'aimerais vous demander comment vous définiriez la SBC pour cette réunion. Quel travail compte comme la SBC et quelles sont les caractéristiques d'une grande communication sur le changement climatique de votre point de vue? J'aimerais commencer par vous, Hatim. Comment est-ce que vous le voyez? Le SBC travaille dans le domaine de l'agriculture, de la santé, mais aussi du changement du comportement. Il faut comprendre qu'il faut s'écarter du modèle traditionnel, du simple changement de comportement au sein de la société, mais comment passer à ce changement de la perception du climat, voir quelles sont les grandes actions, ce qui doit être compris comme étant les éléments qui permettent d'amplifier la voix de ceux que l'on n'entend pas et qui sont affectés par le changement climatique. Leurs voix doivent être entendues, car ils souffrent en silence, et la SBC peut les aider, le changement de comportement peut les aider. Et les aider à avoir un impact sur la société au niveau des communautés et au niveau du monde entier. L'autre point est de voir comment le SBC peut changer les politiques locales et les politiques concernant le changement climatique. Selon moi, si l'on peut promouvoir un changement pour une meilleure justice climatique, pour encourager les décideurs à se tourner vers des développements verts et durables, étant donné le peu de temps qui reste à notre disposition et à quelle vitesse et avec quel degré de radicalisme les changements se font. Il faut aussi résoudre le problème des barrières à l'injustice afin de modifier les normes sociales et les comportements. Personne ne doit être laissé à la traîne. Je crois que la SBC a également un rôle à jouer dans ce jeu, car la pression ne veut pas dire changement. Nous déployons tous ces efforts pour influencer ce qui ne se traduira pas forcément par un changement, alors que l'approche SBC peut nous permettre de matérialiser ce changement. C'est cela qui va permettre aux choses de se faire. Laissez-moi vous donner un exemple. Je travaille depuis que je suis tout petit dans l'activisme, le militantisme en faveur de la justice climatique. Lorsqu'on a lancé une campagne au Maroc, j'étais un jeune parlementaire. Au Maroc, j'ai inventé les parlements des enfants du Maroc à se joindre à ce mouvement dans toute la région en tant que bénévole pour travailler avec nous. Et après cela, ils ont pu créer leur propre groupe d'action plaidoyer. C'est comme cela que le SBC peut changer l'engagement, mais aussi les résultats. Et nous avons besoin de leur donner l'opportunité. Les jeunes, les enfants ont besoin d'opportunités grâce au SBC pour devenir un intervenant du changement pour la réalisation de la justice climatique. Merci Hatim. Rishika, à vous la parole. Comment définissez-vous SBC dans votre monde politique? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le public. Deuxième, l'accès. Troisième, l'amplification. Pour parler du public, je pense que peut-être vous, le public, vous connaissez ça plus que moi. Dans les passages de changement de comportement sont nécessaires pour l'action. Nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde dans notre compréhension de l'action pour le climat et nous ne savons pas comment nos choix peuvent contribuer au problème.
Il faut identifier qui sont les sceptiques, qui sont les personnes qui nient le changement climatique, qui sont les personnes qui sont motivées pour agir, et il faut les identifier et les encourager à prendre de bonnes décisions. Mais pour cela, il nous faut des données. Deuxième chose, l'accès. Comment dire aux personnes où aller, que faire et comment. Nous avons besoin de partager les informations des militants aux personnes qui travaillent dans le domaine de la musique, de l'art. C'est tout un spectre. Ça doit passer des gouvernements aux médias et aux personnes. Il nous faut trouver une langue dans laquelle nous pouvons communiquer ce que chaque secteur de la population doit faire. C'est comme Colin a dit, il faut expliquer, il faut faire comprendre l'importance de notre vie et de nos habitudes. Nous avons créé ce que nous appelons un Project Drawdown. C'est un repositoire de documents et des idées de ce que nous pouvons faire en analysant plusieurs secteurs. Donc, pourquoi nous devrions utiliser certains sacs et pas des autres sacs? Vous avez les explications pour tout cela. Quelque chose qui est aussi important, l'amplification. Si on voit des autres personnes, des membres de leur communauté qui se comportent comme eux, qui s'habillent comme eux, mais qui deviennent des agents de changement, ce n'est plus un problème des autres, ce n'est plus le problème du gouvernement, c'est mon problème. Le moment que nous pouvons changer cet état d'esprit, c'est une situation gagnant-gagnante. Je pense, pour tout résumer, le changement du comportement peut vraiment contribuer à la politique, mais c'est par les choix, l'architecture des choix et le modèle et la présentation des choix avec le marketing social et surtout dans le domaine de la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive. Si nous pouvons le faire, si nous pouvons aider les consommateurs à éviter les habitudes de vie qui utilisent beaucoup de carbone, prendre d'autres choix, cela peut nous aider. Et maintenant, Colin, quel genre de communication? J'aimerais bien savoir quelle est votre perspective sur quel genre de communication peut inspirer les vrais changements. Je pense que Rishika l'a bien jeté les bases. Il faut commencer avec le public cible. Dans notre domaine, Caroline, souvent nous commençons avec un produit, c'est quelque chose d'intéressant, c'est la production, c'est de l'art. Nous pouvons commencer avec une pièce de théâtre. Mais en fait, quand nous allons faire bien notre travail, nous pouvons commencer avec les analyses. Quels sont les publics cibles différents? Suis-je en train de parler aux militants d'Actim au Maroc? Suis-je en train de parler avec les représentants du gouvernement occidentaux? Pour chaque communication, il faut commencer avec la question qui est le public cible. Et après, nous pouvons ajouter dans notre boîte à outils toute une gamme d'outils de communication. Je sais qu'au sommet, il y a plusieurs présentations sur les outils différents que nous utilisons. Par exemple, en Indonésie, nous avons une série, ce n'est pas simplement pour la télévision, mais sur plusieurs médias. Il y a une série télévisée, il y a aussi des discussions qui sont sur la télé, mais aussi dans des groupes WhatsApp. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons amplifier notre message avec cette plateforme. Cette plateforme a un public de 35 millions de personnes en Indonésie. Voilà quelque chose que nous pouvons faire. Nous devrions considérer des outils différents. Souvent, quand je parle de la crise climatique, avec des partenaires, avec des bailleurs de fonds, la première chose
quand on parle de l'éducation climatique, on dit, mais vous parlez de la science, non? Oui, ça fait partie, mais en Afrique de l'Est, les agriculteurs, oui, ce serait très utile d'avoir des compréhensions de base de la science, mais ce qui est plus important est de savoir comment diversifier les cultures, comment avoir de l'eau pour les cultures et comment être résilient aux effets climatiques. Et pour cette population, la radio est un outil très puissant. Donc, nous pouvons penser à tous les outils, à la radio, les événements, les conférences en présentiel et les autres moyens d'avoir accès au public cible. Et avec ceci, nous pouvons avoir plus de discussions, ou ça peut être pendant la météo, le matin ou avec les discussions qui seront diffusées sur la télévision. Nous devrions savoir que nous avons beaucoup d'outils dans notre boîte et nous pouvons aussi identifier les domaines d'intervention. Nous pouvons parler du comportement personnel, c'est quelque chose que la pandémie nous a appris et qu'il faut apprendre aux populations comment mesurer les risques. Il faut analyser les risques qui sont liés au virus, les risques qui sont liés aux autres aspects de ma vie. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivée il y a 2 ans en Tunisie. C'est quelque chose qui pourrait arriver dans n'importe quel pays. Ce n'est pas spécifique à la Tunisie, mais c'était au début de la pandémie. J'ai vu un homme qui était sur sa mobilette et il roulait sur l'autoroute, vitesse moyenne 100 km par heure, même si la limite de vitesse est à 70. Mais il y avait des voitures qui passaient très rapidement. Lui, il était sur sa mobilette, il avait une main pour conduire, il utilisait son portable avec l'autre main, pas de casque, mais il portait son masque. Donc voilà tout ce qu'il fait avec beaucoup de risques. Il va peut-être mourir, mais il portait son masque. Donc c'est très difficile d'imaginer le virus qui passe par le masque, même s'il est en train de rouler à 70 km par heure sur l'autoroute en Tunisie. Il est très facile de rigoler quand on pense à ce mec, mais je pense que ce qui est plus important est de reconnaître qu'il faut bien analyser les risques. Hatim a parlé des effets sur les vies marocaines et qu'il faut changer les vies maintenant. Nous ne sommes pas obligés de tout changer aujourd'hui, cette semaine. Oui, nous devrions commencer là, mais nous avons une semaine, un mois, une année. C'est quelque chose qu'on peut faire avec le temps. Merci beaucoup, Colin. Merci à vous tous. Maintenant, nous arrivons au cœur de notre discussion, au plat principal. Quand nous parlons de la promotion de la durabilité et de la lutte contre le changement climatique, il y a plusieurs éléments, plusieurs défis importants, mais nous avons choisi 4 défis que nous avons pensé que ce sont les défis les plus importants. Vous pouvez les voir ici sur la diapositive. La première chose à discuter, nous avons dit que vous avez votre place à la table pour l'inclusion dans les dialogues avec les décideurs climatiques. Vous êtes très passionnés par cela. Quels sont les impacts de cette inclusion sur les effets pour lutter contre le changement climatique et pour les militants? Et comment est-ce que les interventions en CSC aident avec cela? Merci pour cette question. Quand nous parlons de la sécurité et l'inclusion des militants de la lutte contre le changement climatique, c'est une question importante et c'est une question personnelle parce que j'ai été exclue du dialogue. Je me suis engagée. Je sais qu'il y a une discussion mondiale et j'encourage les jeunes à se mettre devant et d'être en tête de la queue des militants de cette lutte.
Je me suis engagée avec le processus de la COP depuis l'enfance et j'ai participé à la COP à Paris. C'était un endroit où j'ai beaucoup appris. J'ai appris j'ai appris des leçons par rapport à la négociation, à l'expertise et le militantisme. Je pense que si nous voulons soutenir les personnes, si nous voulons soutenir l'inclusion des personnes, nous sommes confrontés par plusieurs défis. Il nous faut rappeler que le pacte de la COVID-19, il faut reconnaître l'impact de la pandémie sur les activistes. Comment les voix ont disparu. Je pense que la sécurité est aussi importante. Ils ont besoin d'un endroit sûr pour s'exprimer. Je pense aux personnes qui investissent leur temps, leur connaissance et leur passion pour mettre en avant cette discussion. Mais il nous faut des endroits sûrs pour nous exprimer. Nous pouvons nous poser quelques questions aujourd'hui. Une personne, que peut-elle faire face au changement climatique? Pour moi, les militants de la lutte ont besoin non seulement des endroits, des espaces, mais aussi un accès aux consultations avec le gouvernement, au dialogue avec le gouvernement, pour faire entendre leur voix, pour avoir une présence. À la COP, nous avons la zone verte et la zone bleue. Ceux qui sont dans la zone verte n'ont pas accès à la zone bleue parce que c'est un processus gouvernemental. Mais comment faire entendre leur voix? Comment intégrer ces voix dans le processus de négociation? Vous pensez que moi, j'ai fait partie de cette négociation? Non. Je suis là et je demande à participer au processus. Au début, on nous a dit, non, non, vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas dans la bonne position pour être inclus dans ce processus. Et j'ai dit, d'accord, je vais commencer en écoutant, en apprenant, et après, je peux faire quelque chose. Aujourd'hui, je parle des pertes et des dommages, l'initiative pour le financement des dommages liés au changement climatique. Et c'est pour ça que je dis que les jeunes ont un rôle à jouer dans ce processus. Je pense que nous avons un grand potentiel pour participer à ce processus. Nous pouvons aussi utiliser les éléments de marketing social. Nous avons pu travailler avec des jeunes dans plusieurs régions avec ces efforts. Il faut penser aussi aux personnes qui sont dans des zones touchées par des conflits, des personnes dans des zones rurales, dans des zones urbanisées. Nous avons des personnes qui souffrent dans ces zones urbaines. Mais comment les intégrer dans le processus? Mais voilà le problème. Ils n'ont pas l'accès aux réseaux sociaux, ils n'ont pas accès aux plateformes. Comment penser-eux? C'est une question très sérieuse. Il faut faire entendre leur voix aussi. Voilà pourquoi je pense qu'il est important d'utiliser une approche participative. Et avec ceci, nous pouvons avoir cet esprit de multilatéralisme. C'est toute une question de soft power, de compétences et d'avoir des actions ambitieuses. Je pense que quand nous parlons du CSC, avec l'engagement, la communication sociale, parfois, il peut être difficile d'influencer les décisionnaires locaux. Quand vous allez à la région, à la communauté, vous parlez avec le maire, il n'a aucune idée comment les convaincre à travailler sur ces questions, même au nom de l'égalité des genres. Je crois que l'égalité des genres est un sujet essentiel. Les femmes et les filles doivent faire partie de ce processus. L'autonomie des genres, c'est une question d'autonomie financière. Il faut commencer, il faut encourager les femmes et les filles d'être des militantes. Oui,
Merci. Nous avons quelques minutes de plus pour ce sujet. Colin, je vais vous passer la parole. C'est à vous maintenant. Pouvez-vous nous parler un peu des données probantes et comment nous pouvons encourager plus de participation dans les efforts contre le changement climatique? Je sais qu'il y a des points de vue différents. Comment peuvent les médias nous aider? Je vais répondre à quelque chose qu'Haïti m'a dit. Les événements de la COP sont des événements très intéressants, mais je ne pense pas que les scientifiques ou les spécialistes de la science du comportement ne travaillent pas sur la conception de ces événements. Peut-être que si, mais pas pour un autre côté. J'ai assisté à plusieurs COP, même à la COP qui a eu lieu à Glasgow, et j'ai compris tout ce qui s'est passé dans les rues, j'ai compris les personnes qui parlaient partout. Et je me souviens, quand je suis allée à une conférence, il n'y avait pas de place à la table pour moi. J'avais l'impression que tout était conçu pour me donner l'impression que j'étais impliquée, mais qu'il n'y avait pas vraiment de place à la table pour moi. Et je pense qu'il faut penser peut-être à la conception, à l'organisation de ces événements, parce que en tant que participant, je peux avoir plus d'informations, je peux apprendre plus. Ce n'est pas simplement d'arriver et être là pour quelques réunions. C'est bien d'être à Marrakech. Je me souviens qu'on était là pour ça. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui ont lu quelque chose qui s'appelle New Power. Nouveau pouvoir. Il n'y a que moi qui l'a lu. Je ne crois pas vraiment. Mais New Power raconte comment les organisations et les entreprises peuvent avoir accès à l'énergie communautaire et à la prise de décision au niveau communautaire. Et cela m'a fait penser aux médias de masse. Et c'est vrai que le BBC est là pour la même raison. Les médias sont là pour diffuser ces informations, pour informer et pour éduquer le public. Et après, les laisser. Mais New Power, ce livre m'a fait penser aux nouveaux outils que nous pouvons utiliser pour communiquer avec les communautés d'intérêt, à alimenter ces communautés, à cultiver ces communautés. Au Libye, je me souviens qu'il y avait une page sur Facebook qui a eu accès à 20% de la population libyenne. Cela peut être un outil pour pour partager plus d'informations avec cette population. Nous avons utilisé cette page pour publier des vidéos sur les effets du changement climatique en Libye. Et il y a beaucoup de personnes qui, après avoir vu cette vidéo, ils ont compris que oui, c'est peut-être important d'ajouter le changement climatique au programme. Si vous connaissez bien la situation en Libye, vous savez que il y a beaucoup de grandes questions. Les médias ne parlent que des questions de pouvoir parce que nous avons quelques-uns au pouvoir. La Libye est un pays qui, l'économie libyenne est complètement dépendant du carbone. C'est la même chose dans d'autres pays. Que fera-t-elle quand nous décarbonisons? Il faut encourager des personnes à penser à la prochaine génération, la prochaine team, une jeune fille libyenne. Quand elle voit cette vidéo, elle va dire « c'est grave, je veux apprendre plus, j'aimerais bien savoir comment je peux participer à cette lutte. » Je pense que nous devrions être là pour expliquer « voilà ce que vous pouvez faire, je peux vous envoyer des liens. » Par exemple, pour les réseaux sociaux, nous avons ce post sur Facebook qui dit qu'en général, si vous faites partie de les 0,5% de la population libyenne qui dit oui, c'est un problème très grave, je vais vous présenter les 99,5% ou les autres membres de ces 0,5% de la population libyenne. Et je peux vous mettre en contact avec cette jeune fille qui reconnaît que l'avenir de la Libye dépendent de la réponse au changement climatique. Je ne peux pas la mettre à la table, mais je peux rassembler ces personnes
s'intéressent et qui veulent travailler pour la justice climatique. Peut-être qu'il y a une centaine d'entre vous, mais vous venez d'un grand pays, vous n'allez pas vous rencontrer dans un atelier qui est mené par une de nos organisations. Je pense que la communication a ce potentiel pour développer ou pour créer ces communautés d'intérêt qui peuvent être une force dans notre réponse à ce grand défi. Et Rishika, nous avons parlé des espaces sûrs et de la nécessité pour la participation diverse, mais la discussion dans ces espaces doit avoir de l'importance aussi. Quand j'ai écouté à Tim et à Colin, je pense qu'il faut poser une question. Quelle est la table? Peut-être nous avons besoin des différentes tables pour des différentes personnes. Quelques pays, par exemple mon pays, l'Inde, nous attendons pendant 30 ans pour avoir notre place à la table. Nous avons déjà perdu ces 30 ans. Donc, je pense que la question devrait plutôt être quelle est la table la plus proche où on peut avoir l'accès le plus rapide, parce que c'est une question, un problème qui a des retombées descendantes. Nous avons des gouvernements, des puissances, mais il faut passer au niveau sous-national et après au niveau local. Dans votre pays, quelle est la table accessible pour vous? Où vous habitez? Y a-t-il un maire, un conseiller municipal, un leader communautaire? Il faut identifier la personne. Voilà un moyen de ne plus utiliser cette idée d'une table. Nous avons besoin de plusieurs tables. OK, très bien. Autre chose, vous avez une table. Super, très bien. Je suis peut-être cynique, mais c'est bien d'avoir cette discussion. Mais ce qui va se passer à table est aussi important que la table. Donc, nous avons les communautés avec lesquelles nous sommes engagés avec mon travail. Nous avons travaillé avec eux pour les processus de la prise de décision. Il est important d'avoir des conversations significatives. Il faut encourager l'engagement à cette table. Si vous n'avez pas quelque chose de concret, quelque chose de tangible après la discussion, les participants ne vont pas revenir. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment traiter du sujet. Il y a des personnes ici qui connaissent le sujet des labos vivants, des living labs. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui connaissent déjà cette initiative. C'est un moyen de penser aux solutions à petite échelle dans des villes et de rassembler les citoyens, les gouvernements locaux, les experts et les scientifiques pour rendre les villes, de trouver des solutions pour rendre les villes plus résilientes. Dans quelques villes, les transports publics, ce n'est pas quelque chose auquel on aspire. Le modèle est que si vous avez réussi votre vie, vous avez une voiture. Si vous n'avez pas de voiture, la communauté et les membres de la communauté poseront la question: ils feront le métro pour aller au travail? Ouf. Donc, nous avons ces idées de succès qu'il faut changer, qui sont liées au carbone. Nous avons commencé à marcher, à faire des promenades avec des femmes. Nous avons eu des conversations. Il y avait plusieurs enjeux dont nous avons parlé et les femmes voulaient parler de ces sujets, mais il y a un écart important entre ce que nous pensons en tant que solution climatique, mais ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons besoin de plusieurs tables et nous avons besoin de changer les discussions autour des tables. Et après, il faut avoir des vrais effets, des conséquences des conversations. Il y aura toujours des personnes qui vont venir pour vous parler, mais si il n'y a pas de réponse, les personnes partent en désillusion. Moi, je sais qu'il y a eu cette grande conversation sur ce que c'est un militant.
pour la lutte contre le changement climatique et à quoi ressemble ce militant. Nous avons cette idée d'un militant bourgeois qui va partout, qui lance des boîtes d'haricots aux œuvres d'art. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui est au musée. Je ne serai pas moi-même au musée en train de détruire quelque chose de valeur, mais je serai là en train de parler, d'expliquer. Il faut penser à quoi ressemblent les personnes qui sont là pour la discussion. Il ne faut pas avoir des préjugés ou des images en tête. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'inclusion. Maintenant, nous allons parler de l'action et du comportement et l'adoption des comportements consistants et que ce soit des efforts continus sont essentiels pour la lutte contre le changement climatique. Les changements de courte durée ne suffisent pas. Atim, si vous pouvez parler des éléments de CSC en particulier qui peuvent être des moteurs d'action et de changement. Oui, tout d'abord, je vais répondre à ce que Rishika et Colin ont dit. Pour moi, ce n'est pas une question d'avoir sa place à la table, mais c'est plutôt investir dans des stratégies qui servent des jeunes et des militants. Voilà ce que je fais en tant que militant. De plus, je me souviens d'un exemple. Dans mon parcours de militant, nous avons parlé de notre travail. Nous sommes là pour partager notre expertise, surtout pour la coopération Sud-Sud. Nous avons travaillé en partenariat avec les jeunes de Brazzaville. C'était très difficile de convaincre les parties prenantes de travailler avec nous. C'était peut-être une question de marque et d'image, de quelque chose de plus facile, mais comment amplifier nos voix, comment changer notre invitation aux parties prenantes, au secteur privé, c'est différent. Nous avons des messages différents pour les convaincre à travailler avec nous dans cette campagne nationale, parce que ce n'est pas simplement une question de créer les initiatives de notre communauté locale, mais aussi comment mettre à l'échelle ces initiatives et partager ces expériences avec d'autres pays. Ce n'est pas simplement ce que nous avons fait par le passé, mais aussi comment pouvons-nous innover, comment pouvons-nous promouvoir ces innovations. Il faut penser de plus aux personnes qui vivent dans des pays sans accès aux initiatives ou aux événements gouvernementaux et internationaux. Et CSC peut être une approche forte pour changer les comportements des individus, mais aussi des institutions de haut niveau. Voilà pourquoi j'ai mis cette costume. Si j'étais là avec les jeunes, je serais en tenue décontractée. Mais quand vous êtes à une grande conférence, quand vous vous présentez devant les représentants des hauts niveaux, il faut se présenter différemment. Voilà pourquoi il faut changer l'image des militants. Il faut aussi changer nos objectifs. La communication institutionnelle est d'un des éléments essentiels. C'est quelque chose que nous pouvons faire pour avoir un impact sur les institutions et que nous pouvons faire pour promouvoir nos messages sur la justice climatique et le changement climatique. Il faut comprendre les besoins de la communauté. Si nous pouvons comprendre les besoins de la communauté, nous pouvons aussi tout changer. Nous pouvons changer nos efforts et ne pas perdre de temps. Merci, Atim. Rishika, vous avez vu beaucoup d'initiatives du SPC sur le terrain. Quelles sont celles dont vous avez vu des résultats se maintenir et non pas disparaître? C'est difficile. Il y a un grand nombre de campagnes qui ont été très percutantes lorsqu'il s'agit d'actions constantes. La communication climatique est
une partie du problème, 50%, il faut aussi créer un espace dans lequel ces interventions peuvent se faire. Si nous parlons de ce qu'est un comportement qui soit convivial pour le climat ou des changements de comportement qui seraient propices à la protection du climat, il faut voir ce qui se passe lorsque quelqu'un est quelque part où il n'est pas surveillé. En d'autres termes, quand personne ne vous surveille, qu'est-ce que vous avez dans votre frigo? Qu'est-ce que vous achetez? Quels sont vos schémas de consommation? Lorsque vous voyez l'annonce d'une vente du Black Friday, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'ignorez? Vous cliquez? Nous sommes bloqués parce qu'on essaie de voir comment faire se matérialiser le changement climatique. Certains de ces comportements ont besoin d'être réalisés pour devenir des habitudes. Et une manière d'ouvrir les espaces, c'est de s'engager avec le mouvement du changement climatique, là où vous vivez, là où vous travaillez, dans vos quartiers, dans vos foyers. Il n'y a rien de plus puissant que de pouvoir faire cette contribution d'un point de vue du marketing. Ce qui est le plus facile et le moins cher, ce n'est généralement pas l'option par défaut. Ce que j'entends par là, c'est que la manière dont les forces du marché capitalistes ont été à la tête du problème de l'environnement, c'est que généralement, si quelque chose est bon pour l'environnement, ça va être trop compliqué à faire. Par exemple, vous savez qu'il faut trier vos détritus, alors ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même 3 ou 4 bacs différents pour les différents matériaux, matières. Mais les gens, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie de le faire tous les jours. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de choisir l'option changement climatique facile, l'option de défaut, pas le contraire. Par exemple, lorsque vous réserviez vos vols pour venir au Maroc, il y avait une petite case qui disait compenser pour les émissions de carbone. Pourquoi est-ce une toute petite case? Pourquoi pas une grosse case? Je ne vous dis pas que ça va résoudre tout le problème, mais ça, quand même, donne des résultats. Au moment de l'enregistrement, je regardais mes différentes options de repas. J'essaie d'être végétarienne 80-90% du temps. Je ne le suis pas entièrement, mais j'essaye, croyez-moi. Je cherchais un repas végétarien et il fallait que je cherche pour continuer. Non, l'option sans viande doit être la première option. Si vous voulez de la viande, à vous de devoir parcourir et faire dérouler le menu jusqu'au bout. Donc, avoir des comportements plus favorables, propices au climat, pour que les comportements propices au climat soient les plus faciles, soient les comportements par défaut. Si les supermarchés peuvent le faire, si les supermarchés veulent que vous achetiez leurs produits les plus coûteux, c'est là qu'il y a le bon conditionnement, c'est l'élément du magasin où vous voulez aller, parce que visuellement, c'est plus attrayant. Ça a un impact positif. Pourquoi pas faire ça avec le changement climatique? Il y a des incitations qui ne correspondent pas aux actions climatiques. Et pour être cohérent, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons mettre en place certains comportements propices au climat. De ce point de vue, pour moi, je crois qu'il s'il y a un enseignement à tirer, c'est commencer à pratiquer ces changements de comportement, être l'un des chefs de file pour changer les choses dans votre appartement, votre maison, votre espace de travail, où que vous interveniez. Je vous remercie. Nous allons essayer 1 minute. Colin, pour nous parler de la cohérence, en particulier au niveau des communications. Nous avons vu les campagnes de courte durée qui provoquent un changement rapide, mais comment s'assurer que la communication est cohérente? Est-ce qu'on y arrive? La plupart du travail auquel j'ai participé concernait les gens dans les pays les plus pauvres ou les populations les plus pauvres dans les pays les plus pauvres.
Donc, ce n'est pas une décision concernant un vol, par exemple, mais comment les exploitants agricoles peuvent diversifier leurs récoltes, s'assurer que le travail de SPC fournit des plans d'action réalisables. Vous devez parler de choses que la plupart des membres de la population peuvent réaliser. Il est aussi essentiel d'étudier la soutenabilité des éléments, des choses que les gens peuvent apprendre et qu'ils peuvent continuer à appliquer pour le reste de leur vie. J'ai travaillé dans un projet en Afrique de l'Est qui se concentrait sur la diversification des récoltes, et lorsque les gens apprenaient mieux à faire le compost ou à espacer leur plantation, ils le font. C'est intéressant de voir que dans ce sommet, nous avons drôlement fait marche arrière pour nous retrouver à des comportements pré-Covid. C'est très facile de revenir à là où nous en étions auparavant. Ne partons pas du principe qu'une fois que la pratique existe depuis un certain temps, elle devient la norme soutenable. Je crois que la communication doit être maintenue. Il y a une composante quasi industrielle ici, le financement pour les interventions de SBC. Si vous avez de la chance, ça dure 2 ou 3 ans. Et puis après, l'hypothèse, c'est que c'est fait, bonne chance, on passe au numéro suivant. Dans le secteur de la santé, la nutrition, on a fait beaucoup d'efforts pour soutenir ces efforts. D'autres éléments au niveau des cultures doivent l'être. Il faut travailler avec les spécialistes médiatiques. J'ai travaillé sur un projet qui a fait un programme sur les pratiques agricoles durables en Tanzanie, et croyez-moi, ça a eu des résultats. Ces gens travaillent dans la radio, ils savent comment créer ces aptitudes durables, ils savent si ça continue. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement qui doit se faire généralement dans quelque chose de rapide. Bon, en termes de crise climatique, c'est pas comme ça qu'on peut réfléchir. Je sais que c'est une minute un peu longue, mais si je pouvais vous amener à la question de savoir quels sont les bailleurs de fonds qui font partie de ces conversations, qui y a-t-il dans la pièce? Des praticiens des SPC ou des praticiens proches du sujet, pour autant que je sache, dans le domaine de la santé et de la nutrition. Est-ce que l'UNEP est là, le PNUE? Apparemment non. Le programme des Nations Unies pour l'environnement n'est pas là. Est-ce que l'initiative pour la croissance verte est là? Non. Alors, c'est pas que j'essaie de les montrer du doigt, je sais qu'ils sont un peu nouveaux, mais la communauté du SBC a besoin d'étendre son mandat. Il faut que certains de ces personnes qui réfléchissent climat soient là. Nous devons, nous, réfléchir climat. Si vous travaillez sur le changement climatique, vous travaillez sur le changement climatique. La protection, la plus grande protection pour les enfants en Afrique de l'Est en particulier, c'est l'action climatique. Il faut intégrer dans les conversations sur les SPC ceux qui étudient de manière plus directe les questions climatiques afin qu'ils puissent apprendre ces enseignements avec nous et pour que ce soit le plus efficace possible. Parce que je crains même qu'à ce stade, nous soyons même déjà trop tard. Très sérieusement, personne ne disait plus à la COP27 qu'on allait rester à 1,25 degré. Il faut venir, les scientifiques ici, il faut venir tout le monde, tous les penseurs, tous les spécialistes dans la salle pour réfléchir. Est-ce que la facilité mondiale pour le financement de l'environnement est là? Non, la prochaine fois. Quelqu'un devrait les inviter. Eh bien, je dois maintenant nous faire passer au point suivant. Je vais malheureusement survoler un certain nombre de questions parce que je veux que nous parlions du rôle du SPC pour la motivation de la responsabilisation à tous les niveaux. Nous en parlons. Nous avons dit que c'était important pour les émetteurs, pour les personnes les plus affectées, des gouvernements, du secteur privé. Hatim, aidez-nous à comprendre le degré de responsabiliser au niveau mondial change-t-il vraiment? Est-ce que des progrès sont accomplis et quel est le rôle joué par la SBC? La responsabilisation, d'accord. Si l'on parle de responsabilisation au niveau mondial, nous devons
agir d'abord au niveau individuel, car il est important de nous poser la question de savoir ce qui se passe. C'est une question de changement, de sensibilisation pour la justice climatique, car tout le monde doit être tenu responsable de ses actions. C'est une manière d'aider les gens à travailler sur un spectre plus complet. Les défis qui accompagnent ce genre de problème, comment au mieux répondre de la manière la plus efficace et la plus réaliste, c'est ça qui compte. Changer les choses implique soutenir les communautés au premier rang de la crise climatique dans le cadre d'un militantisme organisé partout dans le monde, surtout dans les zones rurales. Il y a eu un impact du changement climatique. Le silence, les souffrances, les dégâts causés par l'humanité par son ignorance la plus totale. Il est donc essentiel que tous ces éléments soient pris en considération lors de notre effort vers la justice climatique. Le gouvernement, les grandes multinationales ont promis de différentes manières d'arriver à une émission net zéro et de procéder à un changement radical des processus. Mais selon les militantismes, il s'agit d'un simple lavage de cerveau. Le processus est passé à une phase d'une annonce majeure avec beaucoup de détails sur la manière dont on se responsabilise soi-même vis-à-vis de son engagement. La COP contient un grand nombre de processus concernant les négociations, le processus de résolution et d'appropriation. Mais lorsque nous ne respectons pas ces promesses que nous avons faites, est-ce que nous nous tenons responsables vis-à-vis de ces promesses et de ces initiatives? Il y a aussi une question de clarté, de transparence. Nous partageons des promesses, nous partageons des idées pour gérer le financement climatique, gérer les dégâts, mais il n'y a rien d'autre. C'est ça la responsabilisation. Dire on va tirer parti de ces fonds, il s'agit de 100 milliards. Mais comment pouvons être nous responsables de la distribution de ces fonds et de ces actions concrètes? Je crois que la responsabilisation aujourd'hui est très sérieuse. Oui, visiblement, c'est un défi considérable. Quel rôle pouvons-nous jouer pour la promotion de la responsabilisation de la justice climatique, Ishika? Il n'y a pas de réponse simple. C'est une question très complexe. À mon avis, le changement climatique deviendra un défi de la gouvernance. Ce n'est pas simplement un défi scientifique, mais cela deviendra un fardeau pour le fonctionnement du gouvernement, de nos systèmes, et cela va nous mener dans plusieurs systèmes au bord de la destruction. Voilà pourquoi la plupart des pays qui doivent répondre aux effets du changement climatique ont déjà des infrastructures assez faibles. Pour les gouvernements de ces pays de comprendre de ce que cela veut dire d'avoir des systèmes d'avertissement précoce ou de déployer ce genre de réponse en situation de crise, ce sera un fardeau énorme. D'un côté, nous avons les pressions croissantes du changement climatique. De l'autre côté, nous avons des systèmes qui sont faibles. Et en même temps, il y a des actions pour la répression des militants. Donc, nous avons cette petite fenêtre où vous pouvez parler de la responsabilisation. Et donc, je ne pense pas que nous devrions parler du changement climatique comme il est actuellement. Il ne faut pas me citer, mais les gouvernements ne veulent pas entendre
ce mot qui commence avec C, ils veulent savoir ce qu'ils peuvent faire. Si votre gouvernement s'intéresse à l'eau et les inondations sont un problème dans votre pays, ou même le manque d'eau est un point d'action, voilà votre point d'entrée pour la conversation sur le changement climatique. Et voilà où vous pouvez avoir cette conversation sur la responsabilisation. Le plus que nous pouvons faire pour créer ces connexions, mieux ce sera pour créer un sens de redevabilité dans certains pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, en travaillant avec le SPC, vous faites du travail dans le domaine du WASH ou le traitement des eaux usées. Quand vous allez avoir des négociations sur l'ouverture d'une station d'épurement, vous pouvez avoir des conversations sur le changement climatique et les effets du changement climatique. Voilà comment vous pouvez intégrer cette question dans une conversation. Une autre situation que je voulais présenter. Je sais qu'il y aura des milliards de dollars disponibles quand il y a des flux de capital entre un pays et un autre pays ou d'un gouvernement à un autre gouvernement, il peut y avoir un moyen de suivre ces fonds. Et avec ce suivi, il y a avec ce suivi, vous pouvez tracer l'utilisation de ces fonds. Vous connaissez SWIFT, il y a des représentants de SWIFT qui sont ici. Je sais qu'il y en a cette conférence. Nous travaillons avec des institutions financières internationales et du secteur privé pour avoir des déclarations par rapport à l'utilisation des fonds et la déclaration des fonds utilisés pour des fins différentes. Cela nous aide à éviter le greenwashing ou de faire quelque chose simplement pour la publicité verte. Il faut avoir un public qui s'intéresse pour avoir ce genre de déclaration. Mais le plus que nous pouvons encourager les personnes à apprécier la transparence et avec ceci, nous aurons plus de puissance dans ces conversations sur le changement climatique et la redevabilité. Caroline, quel est le rôle des médias dans cette conversation? Ou est-ce que les médias ne veulent pas jouer ce rôle? Je pense que c'est une question de compréhension et du public. Les publics qui sont différents font face aux obstacles différents. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution. Mais je pense que pour les médias de masse ou les médias en général peuvent chercher des solutions ou faire des reportages sur des solutions. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui devrait être fait par des journalistes, mais cela peut être aussi des pièces ou la création de l'art. Il faut présenter les problèmes et aussi les solutions réalistes. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très frustrant est le fait que les solutions existent. Nous savons ce qu'il faut faire dans le domaine de l'agriculture, par exemple, mais il faut passer à l'action. Je pense que nous pouvons aussi profiter des autres éléments des programmes de redevabilité. Ici, nous avons cette très belle image du Népal. Ces parties prenantes ne seront pas accessibles pour la population, sauf si on a le BBC, les caméras, tout ce qui est sexy des médias. Donc, cette campagne au niveau local, au niveau régional, n'aura pas ce même effet. Je ne peux pas avoir le maire, les chefs, les directeurs des organisations, l'ingénieur, sauf si on dit qu'il y aura un événement médiatique. Après, ils vont tous venir. Donc, cette capacité de rassemblement est quelque chose que les médias peuvent faire. De plus, nous pouvons demander des documents pour avoir
pour assurer que ces groupes documentent tout ce qu'ils font. Parce que là, vous avez une vidéo où le maire ou l'ingénieur est en train de dire qu'il va créer des nouveaux systèmes d'irrigation. Et avec la vidéo, on peut le faire tenir sa promesse. Nous arrivons à la fin de notre session et je vais sauter quelques diapositives, quelques questions que moi j'allais poser parce que je veux avoir un peu de temps pour une séance questions-réponses. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous par rapport aux conclusions, à vos expériences et pour parler de comment le domaine du SPC est lié à cette discussion. Merci d'avoir parlé du rôle du SPC dans la promotion de la justice climatique et la lutte contre le changement climatique. Je voulais vous donner quelques documents, quelques publications qui peuvent peut-être vous inspirer. Cela explique comment le SPC peut avoir un effet sur la lutte contre le changement climatique. Et nous avons quelque chose qui a été publié par le BBC. Et de l'autre côté, quelque chose du CCSC. Ce sont les deux publications sur les interventions médiatiques. Et nous savons tous que ce sont des crises, ce sont des situations d'urgence, mais nous n'avons pas encore vu l'utilisation du SPC dans la politique du changement climatique. Donc, ces notes de politique, ces notes sont très importantes parce que nous avons là-dedans quelques recommandations et ce que nous pouvons faire pour promouvoir ces recommandations. Donc, je vous conseille de prendre du temps pour lire ces documents et de faire ce que vous pouvez faire. Pendant que vous êtes ici, je sais que vous pensez à votre travail, ce que vous faites déjà, ce que vous pouvez faire. J'aimerais clôturer avec quelques questions pour vous. Quelle est votre vision? Quel pourrait être votre travail dans ce domaine? Comment pouvez-vous faire avancer la discussion au fil des 5 prochaines années? Ou même plus rapidement? Y a-t-il 3 ou 4 intervenants, quelques participants qui aimeraient poser des questions, présenter quelques observations? Si vous pouvez lever la main, quelqu'un va venir avec un microphone. Je vois quelqu'un ici. Je pense, 3 interventions. Je vais parler en français, si vous le permettez. Donc, je suis Wahabi Rachid, je travaille au ministère de la Santé du Maroc. J'ai écouté les orateurs sur cette thématique très importante. Je voudrais faire un commentaire par rapport à l'expertise ou bien le groupe de militants sur le climat dont vous êtes l'exemple. J'ai été récemment à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Je peux prétendre aussi que je suis également dans ce groupe de militants climatiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut faire une petite remise en question. J'ai été personnellement interpellé par un fait constaté à Sharm el-Sheikh, c'est que là-bas, j'ai été côtoyé par des personnes, des chauffeurs de taxi, des personnes très humbles, qui me posaient la question, qu'est-ce que c'est cette conférence? De quoi on parle? C'est quoi le changement climatique? Ça nous importe à quoi? Donc, c'est pour ça, je disais que ça m'a interpellé parce que nous, en tant que militants climatiques, je pense que nous sommes vraiment une minorité. Nous restons une minorité. Donc, je pense qu'une telle institution comme l'SPCC devrait travailler sur d'approcher le citoyen, de mettre le citoyen au cœur de tous les efforts. Parce que on peut approcher le gouvernement, je travaille au gouvernement, on peut approcher le gouvernement, on peut approcher les autorités locales, mais si le citoyen est conscient que c'est une problématique qui le touche dans sa vie courante, qu'il en perçoit la gravité, ça sera vraiment une réussite parce que tout le circuit de prise de décision va suivre. Voilà le commentaire que je voulais faire. Nous restons parfois très dans le top management à réfléchir entre experts, entre militants. Et il nous faut tous
de dire que nous restons une minorité, que nous devons travailler pour vulgariser cette thématique et la faire comprendre par le citoyen normal. Merci beaucoup. Merci. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui sont d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un intervenant juste devant. Merci. Je voudrais remercier tous les intervenants et tous les présentateurs. J'ai quelques observations. Lorsque vous avez parlé de la décision politique, ce qui est plus important que la décision politique et qui a trait à ce changement climatique, c'est la gouvernance politique. Ça, c'est d'une part. Et par ailleurs, quand on parle du politique, on se pose la question, est-ce que nous avons les institutions? Est-ce que nous avons des institutions, des secteurs qui s'occupent et se préoccupent des catastrophes, des crises climatiques que nous connaissons sur la planète? Et lorsque nous parlons du Parlement, nous avons des parlementaires qui n'ont pas suffisamment de connaissances concernant le climat et l'écologie. Et donc, il faudrait pour ces parlementaires défendre la cause climatique. Et la plupart des lois ou des projets de loi sont présentés par des ministères, alors que le Parlement, c'est lui le laboratoire des lois. Une autre question, ceci au niveau du public, mais au niveau privé ou local. Lorsque nous parlons des communautés locales, il faudrait qu'il y ait un changement au niveau du SBCC et il faudrait que les politiques locales changent. Par ailleurs, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir les présentations sur les technologies propres, sur les industries qui sont favorables au climat, le fonds vert, mais il faut que l'on adopte une approche participative pour que ces projets réussissent. Et en particulier, il faut travailler avec les communautés locales et avec les organisations de la société civile. Parler de l'eau potable dans les zones éloignées, dans les zones montagneuses, dans les zones rurales, ce sont des choses très importantes. Par ailleurs, je voulais parler du changement de comportement et des bonnes pratiques au niveau de la SPCC. Ce qui est encore plus important, c'est que des décisions politiques idoines soient prises, en particulier de décisions politiques relatives à l'éducation. Nous avons besoin d'intégrer ces questions relatives au changement climatique dans le système éducatif, dans le système culturel et également au niveau des communautés locales. Donc, il faut créer des espaces pour les enfants au sein des établissements éducatifs pour qu'ils participent à tout cela, pour leur faire prendre conscience de l'importance du climat et de l'environnement. Il faut que ceci se propage aux familles. Donc, nous avons des besoins d'espace plus durables pour cela. On a parlé des jeunes, on a parlé des femmes activistes pour faire face aux crises climatiques. La femme rurale est le symbole de tout ce dont nous parlons quand nous parlons de SBCC pour faire face aux crises naturelles. Les femmes rurales peuvent aider à protéger la diversité biologique et assurer la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Thank you so much. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons le temps. Je pense que nous pouvons avoir un commentaire de plus. Voilà, madame. 2 commentaires de plus. Toutes mes excuses. Je voulais tout simplement
souligner ce que Rishika a dit. Il est très important. Vous avez dit beaucoup de choses très importantes, mais quelque chose d'une importance primordiale est d'utiliser un langage qui est accessible pour tous. Le climat est un enjeu transversal. Il s'agit de l'éducation, de l'agriculture, de la vie en général. Et j'aimerais aussi répondre à votre point qui était que nous ne pouvons pas tout faire individuellement. Si l'idée de cette empreinte de carbone a été créée par les lobbyistes des carburants fossiles, cela ne veut pas dire qu'il faut l'éliminer, mais vous pouvez aussi utiliser votre guide de drawdown pour comprendre ce que vous pouvez faire pour sauver la planète. Moi, je vais parler à 16h15 des approches transversales qui tirent des enseignements de mes expériences en travaillant sur les questions du changement climatique. Parce que c'est vrai, le changement climatique touche tous les domaines de la vie, la santé, par exemple. Et vous avez parlé des personnes auxquelles on a accès. Moi, j'avais accès aux autres habitants de ma ville d'Orlando. J'avais pas accès à tout le monde. Et donc, j'ai lancé une coalition d'action climatique et j'ai réussi à convaincre notre gouvernement d'adopter un programme pour éliminer ou pour réduire à zéro les émissions de carbone d'ici 2030. Donc, je suis là pour vous remercier du fait que vous n'avez pas parlé de comportement individuel, mais plutôt le CSC, c'est pour quelque chose de plus élargi. Quand vous parlez avec le secteur d'électricité, quel est le public cible? Quand vous parlez avec les agriculteurs, quel est le public cible? Que veulent-ils savoir sur le climat et pas nous? Parce qu'il faut influencer leur comportement. Merci beaucoup. Hatim, voulez-vous répondre sur ce point? On peut vous donner le temps d'une dernière remarque et puis après, il faudra clore notre réunion. Mais cette réunion a été absolument fascinante. Pardon, ne partez pas, ne partez pas. Voilà, nous vous entendons, madame. Je voulais ajouter à ce qu'ont dit nos deux collègues sur les caractères d'interconnexion des deux éléments. Je travaille dans l'équité du genre. Nous savons comment la justice climatique affecte les femmes et les jeunes filles. Il faut examiner vos communications et la manière dont vous communiquez avec l'interconnexité entre genre, équité, voix marginalisée et personne ne devrait quitter cette salle sans ajouter ces 3 points à tout ce qu'ils font. Deuxièmement, le besoin d'adapter votre message à votre public. Si vous parlez à un groupe du Nord en Inde, vous pouvez leur parler d'être végétarien ou de ce qu'ils ont dans leur frigo. Pour eux, ça ne veut rien dire. Mais quel est donc le message que l'on peut leur donner? On n'entend parler que de l'incertitude, des risques liés au changement climatique. Où sont les succès? Où sont les réussites? Où des femmes aident à rassurer la sécurité alimentaire? Où des jeunes aident à sauver la planète? Donc, le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, ce sont les normes sociales. Si je vois mon voisin mettre un panel solaire, je ferai pareil. Alors, c'est ça qui compte. Merci. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont d'excellentes idées également. Nous allons revenir sur le mur des médias. Si vous avez des idées à partager sur l'impact de votre travail, sur le changement climatique, par exemple, dites-le nous, allez à #SPCC Summit, #climat, et nous transformerons toutes ces idées en quelque chose qui pourrait être publié après la réunion. Le dernier mot à mes 3 panélistes. Très rapidement, je voudrais répondre à cette observation. Nous avons besoin de bien comprendre la différence entre action et changement. Tout tourne autour de là. Il faut qu'il y ait changement, pas influence. L'influence consiste à effleurer le sujet, mais le changement, j'ai assisté à la COP27, à la COP26, comment inclure tous les membres de la société dans la discussion?
c'est une règle multidimensionnelle pour le climat, pour notre société civile. Nous, le SBCC peut vous aider parce que nous sommes là non seulement pour le changement des comportements, mais à l'appui des plans d'adaptation pour les processus de changement climatique, de justice climatique. Nous voulons voir comment avoir un impact sur les efforts qui sont déployés par les communautés. Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Quelles sont nos stratégies qui ont un impact? Comment nous assurer que les décideurs soient conscients des défis auxquels nous sommes confrontés? Je voudrais continuer la discussion avec vous autour de la COP28. Il faut parler de la compensation en cas de dommages, revenir sur un grand nombre de points qui sont importants pour nous. Nous vivons en Afrique, nous vivons dans le sud mondial, l'Amérique latine, où il y a besoin de beaucoup plus d'efforts pour le changement. La lutte contre le changement climatique sur le terrain. Merci. Je crains qu'il n'éteigne les lumières, ce qui serait donc bon. Enfin, c'est bien pour l'économie et l'énergie, mais très rapidement, si vous le voulez bien. Écoutez, une observation générale sur l'interconnexion, une bonne manière de prendre cette conversation et de l'étendre au reste des gens consiste nous n'avons le temps d'en parler, mais on parlait de système, on parlait de système d'énergie de combustibles fossiles, maintenant on parle d'énergie renouvelable. Il faut que ceci fasse partie de la conversation. Plus on en parlera, plus les gens interviendront. Ce ne seront pas toujours des gens qui vont s'occuper des climats, mais qui vont travailler dans la sécurité des emplois, dans les syndicats, dans le secteur informel. Ils vont tous faire partie de la conversation. Ils vont tous ouvrir un nouveau créneau d'opportunités, car les gouvernements vont devoir appeler des consultations avec les populations pour comprendre à quoi ressemblent les besoins en énergie, comment ne pas changer ce fardeau de coût à la population et comment tout ceci se lie-t-il à la pauvreté énergétique. Donc, tous ces éléments qui se recoupent sur le genre, les communautés marginalisées, tout ceci va se retrouver au premier plan du débat sur la planète. Ça, c'est le premier point. Il y a donc une opportunité pour la communauté SBCC de s'engager sur la question de la transition. Le deuxième élément, et j'exhorte tous ceux qui écoutent, d'essayer de s'équiper comme professionnels de la SBCC, des communicateurs, à faire trois choses. D'une part, apprendre la langue du carbone. Ça peut être simple. Si quelqu'un vous dit telle décision était en fait une décision Y, qu'est-ce qu'on compense? C'est pas facile, mais on peut en parler pour le faire de manière très simple. Deuxièmement, si vous parlez d'investissement, parler à la langue du capital. La première chose qu'un bailleur de fonds voudra savoir, quel sera le rendement, combien ça va coûter. Contre le coût de l'inaction, ça va être très important. Le troisième, comment votre débat en termes de qualité et d'économie. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui est très résistant, réfractaire au travail sur le changement climatique, parlez-lui d'opportunités d'emploi, parlez-lui de l'interconnexion. Merci, très important. Colline, merci. Vous adorez avoir le dernier mot. Il est à vous. Eh bien, tout d'abord, c'est bien que cette session ait eu lieu. C'est la première étape. La question sur le chauffeur de taxi, par exemple, vous avez raison, la plupart des prestataires médiatiques doivent voir comment s'intégrer dans la réponse au problème. La BBC a souscrit à l'engagement, au serment climatique pour s'engageant à regarder cette question sur la manière dont nous pouvons contribuer avec nos partenaires du monde entier. Mais il faut que ce soit reflété au niveau des radios locales, des radios nationales, partout. Sinon, le secteur médiatique que je représente ne le fera pas correctement.
Nous avons besoin de l'expertise du SBCC pour aider à être ciblé et efficace parce qu'il y a trop qui puisse être, qui soit à faire et de trop de budget que ça se fasse de manière inappropriée. Eh bien, merci à tous. Applaudissez bien fort les panélistes. Merci. Merci de votre présence. J'espère que nous pourrons continuer la conversation à l'extérieur. Pardonnez-nous d'avoir débordé quelque peu. Nous resterons encore là un peu plus longtemps. Merci et bonne fin de semaine. J'espère que cela vous aura donné de bonnes idées. J'espère que nous pourrons nous retrouver en tant que communauté SBC pour utiliser toutes nos plateformes pour ce changement climatique qui doit être résolu de manière tellement urgente. Je vous remercie.
Dear all, we'd like to inform you that lunch is available around the pool at the hotel. Lunchbox also are available at the Saray for people who don't have time. Thank you.